Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour. Je souris un peu ce matin. Je dis bien un peu par rapport aux autres journées parce que l'émission qui s'en vient, ou au cours de l'émission qui s'en vient, je vais développer sur, je dirais, le cœur du titre qui a été choisi pour cette série-ci, là, entre autres. Oui, c'est le document de travail, c'est carte d'affaires, mais à la station de télé, nous avons convenu ensemble d'appeler ça l'affaire. Et avec vous aujourd'hui, 2 octobre, il pleut dehors, donc il y a une sorte de température qui prédispose à ce que je dirais comment je me sens, là. Ensemble, nous allons plonger au cœur de l'enfer que je décris dans le document Carte d'affaires, qui est cette série de 4 articles que j'ai eu le privilège de voir publiés dans le journal Montréal Campus de l'UQAM en mars 2019. Le mot enfer a été choisi avec beaucoup de justesse et je dirais même de justice parce qu'il décrit très très bien que tout drame, quel qu'il soit, c'est un enfer. Que ce soit un vol, c'est un enfer. Il est peut-être petit. On grossit l'enfer en fonction du genre de drame. Le drame dont je suis l'auteur, c'est un très gros enfer. Un enfer pour beaucoup de monde. Encore. Oui, 30 ans plus tard, le drame étant survenu en 1989, je suis au courant qu'il y a des gens qui en souffrent encore et qui possiblement vont en souffrir jusqu'à, j'espère que ça arrêterait, mais possiblement, en tout cas. Moi, je suis un sentencé à vie et je dis pas ça pour avoir de la pitié ou quoi que ce soit, là. C'est une situation de fait. Je suis un sentencé à vie, comme la famille immédiate de ma victime et sont des gens qui sont sentencés à vie. Nous avons choisi le mot enfer parce que ça fait aussi référence à, vous connaissez certainement, descente aux enfers, donc c'est ce que moi j'ai expérimenté et que d'autres, ceux qui en souffrent, ils ont fait aussi une sorte de descente aux enfers. Vous connaissez l'expression l'enfer de la drogue. Jean-Paul Sartre, philosophe, a parlé de l'enfer, c'est les autres. Donc, je reprendrais M. Sartre, il dit, oui, l'enfer, ça peut être les autres, mais j'en fais partie aussi. J'en fais partie aussi. Mon enfer à moi, je l'ai construit. Pas toute seule. Dans une émission précédente, je disais que l'homme, H majuscule, ne se construit pas seul. Il ne se déconstruit pas seul non plus. Puis, il ne se reconstruit pas seul. Je considère que je suis une restructuration ou une reconstruction de ma personne et je reconnais que ma reconstruction, je la dois à un paquet de monde. Il y a un mot dans ma vie, moi, que je considère extrêmement important, puis vous devez certes être en mesure de comprendre pourquoi je l'utilise, c'est le mot merci. Si je suis ici aujourd'hui, je le dois à je me répète souvent, un paquet de monde. D'abord, je le dois à Ghislain et à Marc-André, qui sont les représentants de la station, qui ont accepté que je fasse cette émission-là. Donc, le premier merci, c'est à eux autres, puis là, je prends ce merci-là, puis je l'agrandis, je l'agrandis, je l'agrandis. Je disais des fois que si j'avais invité dans un party, dans une rencontre sociale, amicale, toutes celles et ceux qui ont contribué au fait que je sois ici maintenant, ça prendrait une fichue de grande salle et je pense bien qu'à Trois-Pistoles, il n'y aurait pas le genre de salle pour être capable d'accueillir autant de monde. Si vous voulez, je vais revenir au mot enfer et ce que j'ai trouvé sur Google ou Internet. Je ne connais tellement pas en informatique. Ça dit enfer. Bon, ça vient du mot latin infernus, qui veut dire qui est en dessous. Et selon certaines religions,
ça démontre un état de souffrance extrême. L'enfer de la drogue, entre autres, hein, la relation est... Et déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, l'allusion à l'existence de l'enfer existait. Donc c'est un mot qui vient de très, très loin. Je veux rappeler aussi que je ne suis pas le détenteur de la vérité. La vérité à moi, c'est celle que je vous raconte en ce moment, et possiblement que dans 5 minutes, si on jasait ce que je viens de dire, ma vérité serait changée. Parce que d'autres ont une autre vision que la mienne. Et tout ça mêlé ensemble, ça fait qu'à un moment donné, il y a une sorte de réajustement. Avec vous, je vais poursuivre la lecture du texte qu'on a commencé à la dernière émission. Un texte que je vous rappelle qui a été baptisé Carte d'affaires par une dame ex-réalisatrice à Radio-Canada. La dernière partie de mon texte, la semaine dernière, ça disait « Pour celles et ceux non familiers avec ce que sont les 10 commandements de Dieu, ils sont l'équivalent de règles de profonde et grande moralité, je dirais de base. » Et le texte se poursuit ainsi. « Au plan de ma vie personnelle, deuxième d'une famille éclatée de 5 garçons, 12 années d'études, mais avec aucun diplôme, arrivée hâtive en crise familiale sur le marché du travail, et trajet professionnel débouchant sur une importante, pour l'époque et la région, là, la nuance est très importante, l'époque, donc on parle de 1988-1989, donc trajet professionnel débouchant sur une importante pour l'époque et la région, transaction d'affaires, écoutez bien ça, là, totalement légale, mais tout aussi absolument malpropre. Je reprends. Je reviens, oui, d'une famille éclatée. Mes parents se sont séparés. De la région d'où vient la Gaspésie, à ce que j'en sache, c'est les premiers parents de tout le groupe d'amis que mes parents pouvaient avoir qui se sont séparés. C'est une sorte de précurseur, à quelque part, de ce qu'on connaît actuellement au Québec. Je pense qu'il y a 50 quelques % des unions là, qui se terminent par des séparations, des divorces et, je dirais, de la souffrance. 12 années d'études, mais avec aucun diplôme, effectivement. J'ai 7 ans de ce qu'on appelait l'école primaire. À l'époque, je pense que ça existe encore, 7 ans chez les religieuses, entre autres, en Gaspésie. 5 ans de cours classiques, non terminé parce que, je dis plus loin, l'arrivée hâtive en crise familiale sur le marché du travail. Après 5 ans de cours classiques, j'ai eu à quitter l'école. J'avais entre 16 et 17 ans pour devenir responsable, je dirais, quelque part financier de la famille chez nous. Puis au fil des ans, là, plusieurs années plus tard, trajet professionnel débouchant sur une importante pour l'époque et la région transaction d'affaires, oui, transaction de plusieurs millions, 1988. Qui fait qu'un ex-associé et moi, on était dans les chiffres d'affaires en 89 d'à peu près tout près de 7 millions de dollars. Une transaction où, à ma conscience, j'ai donné une telle élasticité. Je répète que c'est une transaction légale. Nous avions 3 avocats, les points de virgule étaient à la bonne place, les virgules, les points, les textes concis, c'était clair, net et très précis au niveau de la légalité. Au niveau de la moralité de cette transaction-là, en ce qui me concerne, c'était d'une malpropreté. Je vous raconte une anecdote. Un jour, mon épouse, mon frère et moi sommes dans un restaurant à Québec. Le jeune serveur, un bonhomme extrêmement sympathique, c'était en période estivale, il nous sert, je lui demande s'il est serveur à plein temps, il dit non, je suis étudiant. Je dis ah oui, intéressant, étudiant en quoi? Ben il dit étudiant en droit, puis il se préparait à passer son barreau, je pense. Puis l'idée m'est venue de lui demander s'il pouvait dresser une frontière entre ce qui est légal et ce qui est moral ou immoral. Il m'a regardé surpris, un peu décontenancé, en voulant dire quelle sorte de Moses de questions que le bonhomme me pose aujourd'hui. Question légale et question de morale ou de moralité. Il dit non, monsieur, je suis pas capable.
La lecture que je fais de la transaction que nous avons faite, oui, il y a des choses légales qui se font, mais en même temps qui sont d'une malpropreté. Et ça fait partie du drame dont j'ai été l'auteur. Maintenant, je ne cherche pas d'excuses, hein, on en a parlé l'autre jour. Ce que je vous raconte, là, ça s'explique, ça ne se justifie pas. Là-dessus, je suis intraitable, pardon, je suis intraitable dans le sens que il y a une moralité qui fait que c'est injustifiable ce que moi j'ai fait. Et je poursuis la lecture de ma carte d'affaires. On parle de transactions, là. À la folie des millions, j'ai succombé. Ma rhétorique, mon discours, non partagé du moment, money talks en anglais, là. Oui, c'est l'argent qui parle. Un type d'argent m'offrant du même coup des accès au pouvoir, capacité auxquelles, excusez-moi, j'ai donné des couleurs et saveurs machiavéliques. Sur l'ensemble de cette occasion dorée, les millions, la transaction, le statut, l'environnement qui fait monter des égos, là. Donc, sur l'ensemble de cette occasion dorée, excusez le mot en anglais, j'ai marqué bullshit, j'ai sauté. Mêler ensemble argent, pouvoir, ego, conscience. Conscience, à un moment donné, si elle est le plus ou moins, peut-être oui, fragile. On va dire fragile, tiens. Mais je suis plus malicieux que ça, là. Donnez-lui des propriétés d'élasticité. Puis on débouche facilement sur des situations qui entraînent la création de commissions Charbonneau. Pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir religieux, mettez-y de l'argent là-dedans, mettez-y des êtres humains avec des consciences. Puis, il y a un risque. Il y a un risque à un moment donné que ça se retrouve, je me répète, dans un style d'institution de celle de la commission Charbonneau. Ajoutez à ce qui précède 2 mariages. Un premier religieux et civil, parce qu'à l'époque, 1967, lorsqu'on se mariait à l'Église, il y avait, c'était inscrit là, je n'ai pas le terme exact, mais c'était inscrit dans les autorités gouvernementales. Donc, un premier religieux civil suivi d'un deuxième que civil, pas religieux celui-là, 2 unions d'une durée de 9 ans chacune et qui, à des degrés différents, ont été ratées. 2 mauvais mariages, à quelque part. Le premier, c'était vraiment le moins beau des 2. Le deuxième, j'avais plus d'allure. Si j'avais plus d'allure, donc on peut en déduire que le mariage avait plus d'allure, mais encore là, c'est un mariage qui, pour moi, est une union qui était incomplète. Ce qui s'en vient, ben, pour moi, c'est touchant. Les enfants, oui. Un fils naturel, biologique, conçu avec une autre femme avant le premier mariage. Et un fils, celui de ma deuxième épouse, que j'ai légalement adopté. Donc, j'ai 2 garçons, un garçon biologique, que j'ai eu le très grand bonheur de retrouver en janvier 2010, après être passé par les étapes de Claire Lamarche, Retrouvailles, le mouvement, après être devenu membre du mouvement Retrouvailles comme tel à Longueuil. À l'époque, ça n'avait pas fonctionné. Et je suis revenu à la charge en 2009, en novembre 2009. Je suis redevenu membre du groupe Retrouvailles à Longueuil. Ceux qui cherchent des enfants, là, ou des enfants qui cherchent leurs parents, je vous suggère cette voie-là, VOIE, là. Je sais que le gouvernement, maintenant, a mis sur pied un service, mais à tout événement. Le mouvement Retrouvailles, dans mon cas, est extrêmement profitable.
Oui, je les ai contactés, ils m'ont réécrit tout de suite, ils ont dit on peut rien faire pour vous, on vous rembourse votre adhésion comme membre, mais on me suggère d'aller, le nom m'échappe, là, un office là, paragouvernemental. Et c'est là que le 10 janvier 2010, je recevais une lettre confirmant l'existence d'un fils. J'ignorais même à l'époque si c'était un gars ou une fille. La mère de l'enfant, Fernande, avait inscrit sur le certificat de baptême. Elle avait accouché chez les sœurs à l'époque, les sœurs qui avaient ce qu'on appelle la crèche à Québec, sur le chemin Sainte-Foy. Fernande avait inscrit né de père inconnu, donc je suis chanceux, très, très chanceux, à un moment donné, qui ont pu trouver suffisamment d'informations pour me confirmer l'existence de ce fils, que j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer à 3 reprises à date. Je poursuis sur le genre de mes parentalités, celle-là, le fils naturel et le fils adoptif. Le genre de mes parentalités, point d'interrogation, absente. J'ai été un père absent. D'abord, absent c'est bien évident, dans le fils naturel, là. J'ai levé le fly, comme on dit, là. Deuxième, j'ai fait de mon mieux, mais à cause des millions et tout ça, là, j'étais plutôt un père absent. Je poursuis la lecture de cartes d'affaires. On s'en va au cœur même, tranquillement, on s'en va au cœur là, de l'enfer. Ça va? 1988, rencontre tout à fait fortuite dans une maison de prière avec celle qui deviendra ma victime. Quand je dis ma victime, je me sens en parenthèse française, c'est des petites parenthèses, là. Je ne me donne pas la propriété de. Ça va, là? Pas un coup de foudre, mais comme une explosion, un aimant très fort, exigeant que je me présente à elle. Début d'une relation. Et là, j'écris comment la qualifier. Un rapport entre deux êtres humains en quête, en très profonde quête. Dans mon cas, en quête de libération intérieure, car fortement hypothéqué j'étais alors au plan affectif, sentimental, là, spirituel, l'âme, les valeurs, rationnel, puis corporel. Fortement hypothéqué, j'étais alors au plan affectif, au plan spirituel, rationnel et corporel. Une relation qui, je le constaterai plusieurs années plus tard, était profondément toxique, délétère pour nous deux. C'était effectivement une relation extrêmement toxique. Je soupçonne que les couples formés par, et dis bien que je soupçonne, là, Bertrand Cantat et sa victime, Madame, le nom m'échappe, Trintignant, Marie Trintignant, oui, était un couple toxique. Je me demande encore, et j'ose, je me demande encore, je ne vais pas laisser voir de soupçons, je pense qu'il y a des faits qui le démontrent, si le couple Guy Turcotte-Isabelle Gaston, et surtout les deux enfants, quelle sorte de couple ça formait. Les drames comme celui dont je suis l'auteur, c'est un environnement, ça. C'est un environnement. Et Mylène Moisan, dans Le Soleil, le quotidien Le Soleil, elle a écrit 2 chroniques sur les couples. Elle pose une question le 2 octobre, dans le titre de sa chronique, là. Pourquoi es-tu en couple? Elle développe tout au cours elle répond à la question, puis elle développe beaucoup là-dessus, puis elle arrive à la conclusion qu'il existe effectivement
beaucoup de couples toxiques dont moi j'étais, dont nous étions, la victime et moi. Nous formions, elle et moi, un couple toxique. Elle a écrit une autre chronique. Elle avait écrit une chronique avant celle-là. Ça, c'est du 2 octobre. Pourquoi es-tu en couple? Elle avait écrit le 30 septembre. Tuer au lieu de se séparer. Oups. J'étais prisonnier de la relation que j'entretenais avec ma victime. En thérapie, on a beaucoup regardé ça. J'ai eu à reconnaître les gestes. Oui, les gestes, entre autres. Des décisions que j'ai prises qui, si elles n'avaient pas été prises, je ne serais pas devant vous ce matin à parler de ça. Je fais une parenthèse. Je me proposais d'ouvrir l'émission en disant ça, mais là, l'occasion se présente mieux, je pense. Vous comprendrez, en tout cas, en ce qui me concerne moi, là, si je n'avais la foi, je ne prétends pas être le détenteur, le fiduciaire de la foi, là. Pas ça, là. Je veux juste dire que si je n'avais pas une foi, on va peut-être enlever le lac, remplacer ça par une foi. Si je n'avais pas une foi, FOI, je ne serais pas ici ce matin. Puis ça fait longtemps que j'aurais levé le flair, comme on dit, que j'aurais dit à la vie, là. J'aurais pas dit merci d'abord. J'aurais dit à la vie, salut. Même pas d'au revoir, là. Et non plus d'adieu, juste salut. Donc, en absence de foi, je ne vis pas. Je suis pas indépendant, là, comme Karl Marx disait, l'opium de la religion, l'opium du peuple, là, on n'est pas là-dedans non plus, là. Okay? C'est fondamentalement un besoin que j'ai, et ce besoin-là, là, il s'est construit dans le béton, dans l'acier, dans les barreaux de prison, puis dans les barbelés de pénitencier. Fait que la foi qui m'habite, là, c'est là qu'elle a pris origine. Je pense que s'il y a un endroit qui est propice pour se poser des fichus de questions, même les plus exigeantes, puis je vais oser le mot, les plus écœurantes, c'est bien une prison puis un pénitencier, parce que je peux vous dire qu'une cellule de pénitencier, ça parle. Ça parle. Pour qui veut bien l'entendre. Puis on y entend ce qu'on veut pas entendre aussi. Hein. Quand je dis entendre, c'est pas des voix qui se promènent dans les murs. Non, non. C'est que dans le silence, à un moment donné, là, s'il y a un endroit qui favorise la prise de conscience, c'est bien la prison. Et je vais oser vous dire que je suis content d'être allé en dedans. Là. Pas pour ce que j'ai fait, là. On s'entend bien. Vraiment deux choses. J'avais besoin d'aller en prison, j'avais pas le goût, mais pas du tout, je l'ai déjà dit, j'avais du tout le goût, mais j'en avais fichument besoin. La société aussi, elle avait besoin que j'y aille. Puis c'est les gens de la société qui m'ont aidé à en sortir. Autant sortir du pénitencier comme tel, le pénitencier physique, que de sortir de mes prisons intérieures. Je vous parlais l'autre jour de criminologues, travailleurs sociaux, psychologues, aumôniers de prison, parce qu'on a regardé tout au complet, professeur d'éducation physique au cégep, parce que j'allais au cégep quand j'étais au pénitencier. Tout ce monde-là font que je peux être ici. Fait que prenez ce monde-là qui m'a aidé, plus la foi, là, puis je suis ici aujourd'hui, demain, ben, je vais aller. D'un coup que je perdrai la foi cette nuit, est-ce que demain je suis encore là? Je ne sais pas. Je souhaite y être. J'ai le goût d'y être. Je reprends 1988, on retourne dans cette maison de prière avec, donc, rencontre tout à fait fortuite avec celle qui deviendra ma victime. Pas un coup de foudre, mais comme une explosion, un aimant très fort, exigeant qui me présente à elle. Une relation, oui, toxique, c'est réglé, on l'a vu ensemble. Comme je poursuis dans mon texte, là, comme le sacré, là, comme le sacre est pour un nombre important de gens du Québec, passablement cool, on dit que c'est cool,
que sacré, c'est cool par les temps qui courent. Je vous décris en québécois le genre de couple que nous formions. J'ai hésité à vous dire ce qui est écrit, mais c'est écrit puis ça a été publié. Je vous décris en québécois le genre de couple que nous formions. Un beau tabarnak, une petite crise. On peut pas être fier de ça. Non. Ma victime et moi n'avons jamais formé ni de couple, ni de nous. Prenez deux personnes qui sont hypothéquées là, au plan de leur vie personnelle. Là. J'écoutais à une émission, je me demande si c'est pas Catherine Perrin, Radio-Canada, tellement un intervenant, travailleur social, qui avait dit mettez dans une pièce deux personnes qui sont habitées par le même type de personnalité et le même, en tout cas, avec une histoire de vie, avec des contenus apparentés, là, ça a tout l'air qu'il y a un processus qui est pas explicable, qui fait qu'à un moment donné, ces gens-là qui se connaissent pas du tout, ils vont cliquer ensemble. Et je pourrais donner un autre exemple de ça, on veut dire, dans ma réinsertion sociale, à un moment donné, lors d'une soirée de danse chez les alcooliques anonymes à Québec, j'ai rencontré une dame, en la voyant, mais ça a fait flauf, puis elle aussi, ça a fait flauf, puis elle sortait d'un pénitencier, elle sortait de Kingston, moi je sortais d'un pénitencier de Montbord, je sais pas, ça a cliqué, elle avait une histoire de vie, cette femme-là, mais hypothéquée à l'os, là, violée par son père, inceste, en tout cas. Une grosse histoire de vie avec... oui, il y avait de l'alcool dans sa vie, il y avait aussi de la dope, de la drogue. Elle avait été prostituée, puis elle s'était montée un réseau de femmes prostituées aussi. En tout cas, deux anciens bons criminels, mais bons dans le sens que vous savez ce que je veux dire, là. On qualifie du monde, là. Elle se prénommait Diane, elle se prénomme toujours Diane, c'est elle est toujours vivante. Et je l'ai revue, moi, plusieurs années plus tard, par pur accident, le Maïs Saint-Roch à Québec, elle sortait du Maïs, moi j'y entrais. La Diane que j'avais connue, qui était dans un tel état physique, là, elle était toute radieuse, toute pimpante. Devant un tel éclat de beauté de sa part, je viens de vous dire qu'elle était radieuse, là. Instinctivement, l'idée m'est venue de lui demander, ben, coudonc, Diane, t'as l'air tellement bien, tellement en forme. Puis elle me dit, Gaston, elle dit, si tu savais. Puis là, elle disait ça avec tellement de bonheur. Elle dit, maintenant, elle dit, moi, elle dit, je m'occupe des petits, elle dit, je m'occupe de mes petits vieux puis mes petites vieilles. Je dis, ah ouais? C'est quoi tu veux me dire? Elle dit, je travaille dans un foyer de personnes âgées. Puis imaginez-vous, une ancienne prostituée qui avait été à la tête d'un réseau à Québec, là. Elle avait fourni, là, entre autres, le monde politique. En tout cas, elle avait une clientèle. Et elle s'était métamorphosée. La Diane, là, qui avait fait du pénitencier de Kingston, s'occupait maintenant de petits vieux et de petites vieilles. Ça, c'est ses termes à elle. Puis elle était tellement heureuse de se sentir utile. Des rencontres comme ça, comme celle avec Diane, ça confirme que la réhabilitation est possible. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout. J'ai donné un cours à Rimouski, au cégep, à un moment donné, j'ai été invité par un professeur, un cours qu'on donnait à des futurs agents carcéraux. Puis le professeur m'avait averti, Gaston, il dit, tu t'apprêtes à t'adresser au public le plus dur que j'ai jamais eu. Je pense que j'en ai parlé de ça. Okay. Tout ça pour vous dire que Diane était une personne, en tout cas, quand je l'ai rencontrée, elle était réhabilitée, puis je présume qu'avec le bonheur qui se dégageait de cette femme-là, elle était vraiment réhabilitée, puis qu'elle avait régularisé avec son passé. Et peut-être qu'en travaillant avec ces gens âgés-là, là, elle réparait du mieux qu'elle pouvait tout le mal qu'elle avait pu faire dans sa vie. On va clore aujourd'hui l'émission avec Diane, tiens, pourquoi pas. Diane, un modèle de réhabilitation. Les gens me parlent que je peux être un modèle de réhabilitation, ben j'ai dit merci pour
de me le dire, sauf que si vous saviez, je me répète, derrière cette réhabilitation-là, là, toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. Je reviens à un mot, 5 lettres, merci. Merci à ces gens-là et merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue et là, l'entonnoir se rétrécit. On s'en va au cœur du drame. On s'en va au cœur de l'enfer. J'espère que j'aurai les bons mots. À la semaine prochaine. Au revoir. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.